Eh bien, bonjour, c'est Jean-Marc. Nous nous retrouvons pour un nouveau Délivrez-nous et c'est Mariette qui nous rejoint. Mariette. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Mariette. Nous sommes restés il y a un petit moment après la parution de ton premier livre, on va dire le premier Loba de Ginkgo Biloba, et voilà, nous en étions là. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent? Eh bien Mariette, c'est avec Gilbert Bécaud là qu'on t'accueille parce qu'effectivement, après ce premier Loba, nous nous disions, et maintenant, que va-t-elle faire? Eh bien, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a sorti un second livre, enfin pas tout à fait, puisque la sortie officielle est, je crois, prévue pour le Salon du Livre. Exactement, oui. Mais nous avons donc le second Loba de Ginkgo Biloba, le second tome. En quoi, Mariette, il était quasiment, on va dire, indispensable de prolonger ton œuvre? Eh bien, le Ginkgo premier et Ginkgo deuxième, premier Loba, deuxième Loba, ce sont des ouvrages qui, quelque part, bon, bien sûr, ils ont leur unité propre, mais ensemble, ils forment une unité, ils forment un binôme, si ce n'est que d'ailleurs par les couvertures, c'est-à-dire quand on pose le livre l'un à côté de l'autre, eh bien les deux couvertures forment l'ensemble de la feuille du Ginkgo Biloba. Parce que le Ginkgo Biloba porte son nom justement par rapport à sa feuille qui est bilobée avec deux lobes. Donc j'ai joué un petit peu sur ces mots, sur ce mot-là, avec comme premier volume un premier Loba et comme deuxième volume un deuxième Loba. Et comme le thème aussi forme une unité, c'est-à-dire que le sous-titre du premier, c'est Fin d'un monde ancien. Le sous-titre du deuxième, Début d'un nouveau monde. On est dans l'éternel recommencement, on est dans le cycle perpétuel de la vie. Vie, mort, joie, peine. On est vraiment sur un côté bilobé aussi de l'œuvre et qui forme une unité. Voilà. Donc, oui. Donc il était important, voilà, qu'en fait le deuxième suive assez rapidement le premier. En fait, oui, c'était un petit peu inévitable même pour quand on relit le premier, quand on se souvient un petit peu de ce que tu y dis et de l'inspiration, il était évident que il y avait une paire, ça va par deux, hein, c'était impensable de voir les choses autrement. Mais pourtant, ce deuxième tome, dans ce que j'en ai lu, hein, dans ce que j'en ai ressenti, m'est apparu quand même assez différent du premier dans tes sources d'inspiration ou Tout à fait. Dans la façon dont même tu te mets face à la poésie. Moi, j'ai senti une poète qui était peut-être un peu plus libre. Oui, tout à fait. Libre au sens peut-être que tu te libères de certaines règles de la poésie, je ne sais pas. Moi, j'ai senti, oui, qu'il y avait plus de légèreté, plus de... Voilà.
comme on est sur une renaissance, on est sur l'explosion de la vie et tout peut paraître en fait peut-être un peu désordonné. Il n'y a plus de questions existentielles. On se débarrasse de tout un poids en fait qu'on retrouvait peut-être dans le premier. Le premier, il y a encore des rythmes très, ce qu'on disait, classiques, même si c'est qu'une apparence parce que les rythmes sont quand même, on n'est pas sur du 6+6 et autres, il y a un jeu par rapport au rythme. Mais dans le premier, on quitte totalement ces rythmes-là. On est complètement dans les sons, en fait, dans les assonances, les allitérations. D'ailleurs, il y a un texte où les assonances se baladent dans un champ et franchissent une barrière et enjambent le vers. Et voilà, on est dans quelque chose de plus léger, en tout cas. Ouais. Oui, et je dois dire que c'est intéressant parce que je trouve que c'est particulièrement difficile à dominer de s'affranchir des règles de la poésie qui sont quand même, pour bon nombre de gens, une barrière dans laquelle on peut rester, dans laquelle on se sent un petit peu sécurisé. Et pouvoir en sortir, c'est pas facile parce que ce que font la plupart des gens, c'est la poésie classique, cacaboudin. Bon, donc moi j'écris, tralala, youpli, et puis voilà, je vous présente, c'est de la poésie. Nous on lit, on dit, ah bon... Or, tes textes nous emmènent vraiment quelque part, et donc ton travail, on va dire, fait rejaillir en nous quand même pas mal d'émotions, et ça c'est intéressant. Alors, si tu veux bien, je vais en lire un premier. Oui. Je vais en lire un premier qui m'a frappé, qui donne peut-être un peu l'idée que ces allitérations, ces sons s'en vont comme ça. Voilà, ça s'appelle La portée du nid. L'oiseau d'eau, l'ami doré, des saules et des forêts, s'en ira vers les lointaines étendues d'eau. L'oiseau ré, l'ami fa, solitaire, de l'air feu d'atère, quittera son domicile, son faré. L'oiseau mi, l'adoré des fados, portant des rayons sur son dos, rêvera aux amours endormis. L'oiseau fa, l'effaré de Caribe et Scylla, dans les récits, à l'arrêt, par-ci, par-là, sur alpha, sera considéré par les diffas. L'oiseau sol, volant à demi, en cherchant en lapsus calami, préférera les herbes du sol. L'oiseau là, ciré, doré, se fera admirer, émirer par la nature et ses entrelacs. L'oiseau-ci s'en ira gaiement siffler, par les nuages soufflés, et s'imaginer des paysages sans souci. Musique, chef. Ce matin je sors de chez moi, il m'attendait, il était là. Il sautillait sur le trottoir, mon Dieu qu'il était drôle à voir. Le petit oiseau de toutes les couleurs, le petit oiseau de toutes les couleurs. Hop! Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un petit oiseau dans ma rue. Je ne sais pas ce qui m'a pris, il faisait beau, je l'ai suivi, le petit oiseau. Eh bien, encore Gilbert Bécaud qui vient nous accompagner durant cette émission. Là, le petit oiseau de toutes les couleurs. Alors, pour rester dans le thème, rajoutons là un tout petit poème très court de Mariette, Le chant du coq. Vers l'Orient, dans un ciel de turquoise, le coq d'argent, assis sur le clocher d'ardoise, joue de sa voix de lumière
sur le clavier solaire les notes des rayons clairs. Alors, Mariette, était-ce le coq de Sainte-Croix? Était-ce C'est un coq universel. C'est un coq universel. Parce qu'ici, dans le quartier Sainte-Croix, nous avons une profonde admiration pour le coq. Hein. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de coqs à Sainte-Croix. Alors, comme nous avons entendu dans ces poèmes, il y a incontestablement de la liberté, mais il y a la rime. On te sent quand même assez attaché à la rime. Oui, hein? Oui, tout à fait. Il y a toujours dans ma poésie, elle est toujours liée à la musique, hein, toujours liée à la musique des mots, et les rimes, bien sûr, sont toujours présentes, même si c'est par assonance ou autre, mais le rythme et la musique des mots restent incontestables. Même par rapport au premier où il y a ça aussi. C'est-à-dire ça, je ne m'en détache pas. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que la poésie, à la base, dans ses origines, était musique. La poésie était chantée. Hein, elle est apparue par les psaumes en religion, hein, par les religieux au départ. Et puis après, il ne faut pas oublier qu'il y a eu toute cette période avec les trouvères et les troubadours. Et où justement, toutes ces rythmes et ces rimes étaient en fait tout simplement des moyens mnémotechniques pour pouvoir se rappeler justement à l'oral des textes, des refrains et des choses comme ça. Donc je suis toujours aussi attachée à la poésie lyrique. Hein. Le symbole de la lyre, bien sûr, c'est aussi... Voilà, c'est la musique de l'âme, c'est l'instrument d'Apollon et des chants lyriques. Voilà. Donc ça, je reste attachée, en tout cas, aux origines de la poésie. Oui, d'ailleurs, nos grands anciens, les Grecs, ne concevaient pas le théâtre sans qu'il y ait un chœur, hein, donc un chœur qui chantait. Et les Latins avaient une poésie où la rime n'existait pas. Mais par contre, tout le vers était soumis à des règles absolues de suite entre les syllabes longues, les syllabes courtes, les syllabes longues, les syllabes courtes, dans un ordre bien précis, 2 plus 1 plus 3. Donc notre ami Alain, qui a préfacé ton livre, nous expliquerait encore mieux, mais qui donnait incontestablement une musicalité à au texte. Et alors quand on entend un petit peu le parler italien, qui est peut-être celui qui est le plus proche du latin, nous avons toute cette musicalité. Alors tu t'es dégagé des rimes quand même, en sens que tu ne t'attaches pas autant que les classiques à ce que la rime soit aussi pour l'œil. Hein. La rime était pour l'œil et la vraie rime doit faire 2 syllabes, non pas une seule. Voilà. Doit faire 2 syllabes, hein. Bon, donc là c'est... Mais on sent très bien que certains de tes textes ne souffriraient pas d'être mis en musique. C'est exact, hein? C'est vrai. Je ne sais pas si tu connais quelqu'un qui pourrait essayer de se jeter dans une opération comme ça, mais ce serait... Oui, il y a déjà eu des printemps des poètes ou des choses, enfin sur tout mon parcours poétique, des poèmes en tout cas accompagnés sur différents instruments de musique. Quand j'étais dans mon nord natal, c'était l'accordéon, parce que l'accordéon est très présent par là-bas. Et donc où j'ai des textes qui étaient accompagnés de l'accordéon, parce qu'en plus, tu sais que le soufflet, quand tu as le retour de l'air, etc., tout ça participait aussi à des pauses et à des temps de soupir dans le texte, dans les textes. Donc oui, il y a déjà eu, en tout cas, en accompagnement de la musique. Ouais. Alors l'accordéon, effectivement, c'est un instrument qui apparaissait peut-être un peu ringard il
il y a 20 ou 25 ans, mais qui aujourd'hui, au contraire, a retrouvé une grande noblesse et qui, effectivement, est quelque chose qui permet d'accompagner un chanteur dans à peu près toutes les occasions et de façon plus pratique que le piano. Dans l'accordéon, on pense tout de suite à la guinguette, etc. Mais bon, tu as des airs d'accordéon nostalgiques, tristes, des musiques de films qui ont été avec Gabin et autres qui sont accompagnés à l'accordéon. Tout n'est pas musette. Voilà, tu as toutes les émotions sur cet instrument aussi, oui. Il faut bien dire que c'est plus facile de porter un accordéon sur son dos qu'un piano pour accompagner les gens. Bien que la technique moderne nous permet d'avoir des pianos quand même qu'on transporte assez facilement, des pianos électriques, des trucs comme ça. Hein. Alors, peux-tu nous raconter, Mariette, maintenant à l'aube de la sortie de ce deuxième volume, comment s'est passé pour toi la diffusion du premier? Comment est-ce que tu as été déçu par l'accueil des gens, ou est-ce qu'au contraire les gens étaient intéressés par ce que tu as fait? Comment tu sens? Parce que naturellement, quand on arrive pour la première fois avec un bouquin où il y a son nom marqué dessus, on est comme l'acteur qui rentre sur scène pour la première fois, on a un trac épouvantable. Et comment ça s'est passé, si tu veux bien nous raconter? Oui, bien sûr, il y avait un trac épouvantable, oui, ça c'est sûr, par rapport même au fait que ça soit de la poésie. Oui. Parce que, c'est toujours de la poésie, mais oh là là, ça va être difficile à faire distribuer dans les librairies et tout ça. La poésie, c'est démodé, voilà, etc. Donc, c'est vrai, quand on arrive avec un recueil de poésie, on a peur de se retrouver un peu face au mur et de dire oui, effectivement, la poésie, ça n'intéresse plus personne. Et puis en fait, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a eu une énorme surprise. C'est-à-dire que toutes les librairies, ou quel que soit le lieu où j'ai pu dédicacer ou autre, m'ont vraiment accueilli les bras ouverts. Donc comme quoi, il y a des choses comme ça qui sont déjà à la base étiquetées, mais faussement, parce que le livre a été très très bien reçu. Et les lecteurs, même chose, c'est-à-dire que enfin de la poésie. Voilà, c'était plus dans le fait. C'était presque attendu, quoi. C'est parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de poésie qui est proposée à l'heure actuelle, et il y a un public en fait. Il y a un public et qui se trouve en fait désolé que justement le monde éditorial et autres mettent des barrières à ce genre d'expression. Et à rencontrer comme ça les lecteurs ou d'autres auteurs. On s'aperçoit aussi qu'il y a énormément de gens qui écrivent dans l'ombre, qui écrivent pour eux, et qui s'expriment en vers. Voilà. Et ça, c'est une grande surprise aussi, parce que d'un seul coup, on s'aperçoit qu'on n'est pas un électron libre, qu'on n'est pas seul à défendre ce genre d'expression. Et après, oui, le livre se place très bien au niveau des librairies. Il y a eu aucune... Moi, je n'ai pas ressenti, en tout cas, de barrière. Oui, voilà. Oui, tu n'es pas resté des heures à attendre que des gens passent. Non, c'est bien. Et même au niveau des dédicaces, le stand, que ça soit sur des salons et autres, ne s'est jamais retrouvé vide. Donc non, la poésie est existante, elle vit et elle doit reprendre sa place, c'est incontestable. Oui, alors c'est vrai que les gens sont peut-être aussi quelquefois un peu perdus parce que la mode fait que un certain nombre de volumes qui prétendent être des volumes de poètes sont des suites de mots difficilement compréhensibles, mis dans un ordre plus ou moins justifié, et donc on en sort en disant c'est un truc, c'est pas pour moi, etc. Donc il y a cette image faussement intellectuelle
d'une espèce de poésie un peu élitiste. ou écrite par des cuistres. Voilà. Hein. Alors c'est pas ton cas, pas du tout. Hein. Ce que j'ai lu tout à l'heure nous évoquait, j'allais dire, ça nous évoquait un peu Prévert, ces petits oiseaux là qui s'en vont dans le ciel. Alors Prévert, même si tout n'est pas génial, hein, mais c'est quand même un sacré modèle. Alors on va, avant de continuer, je vais reprendre encore une ou deux petites publications que tu as faites. Alors je vais vous lire, chers auditeurs, un poème que Mariette a intitulé « L'estaminet ». Alors, j'aime beaucoup le mot, l'estaminet, c'est un mot du Nord, hein, c'est un mot des Flandres, voilà, exactement. Des Flandres, de la Wallonie, voilà, c'est le bistrot, quoi. Qui ressemblerait à nos cidreries ici, c'est-à-dire des grandes tables en bois où tout le monde est ensemble, tout le monde mange ensemble et où souvent tu as des spectacles, des animations et où tout le monde va pratiquement se prendre bras dessus, bras dessous et manger ensemble et chanter ensemble. Oui, et que les cruciverbistes n'oublient pas que Barbel, Jean Villette, c'était estaminet. Hein. Bon, c'est en 9 lettres d'ailleurs, j'ai dit. Bon, alors je vous lis l'estaminet. Noir mineur du fond, où l'espoir au désespoir se confond. Arrête ta machine, regarde. La soif te courbe l'échine. L'estaminet vient. Écrivain pâle de l'âme, où la joie succède aux larmes. Arrête d'écrire, regarde. La soif te coupe l'esprit. L'estamine, et viens. Grande gueule du Nord, tonnerre ou ténor, arrête de pleurer sur ton sort. Regarde, la soif te courbe l'effort. L'estamine. Et chez Rony, viens. Le clin d'œil étant bien sûr l'ami Rony Cooter, qui s'invite dans tes textes, qui est un acteur qui est décédé il y a un petit moment maintenant, mais que nous aimions beaucoup, qu'on a vu beaucoup, dont le nom est peut-être pas resté gravé dans toutes les mémoires, mais je crois que tous les gens de mon âge le connaissent, quoi. Hein. Oui, voilà. Et alors, je vais continuer un autre avec quelquefois au fond d'un bar, hein, et après nous ferons une pause. Victor Hugo, de son pinceau, sur la palette de mon esprit, prend les couleurs opalines de la parole divine pour écrire sur mon front solitaire, en grandes lettres imaginaires, les mots d'une poésie. Derrière un pilier, je la regarde agenouillée. Au jour de Pâques et de Noël, à la messe, je ne vois qu'elle. Elle est belle comme la statue de la Vierge de l'enfant Jésus. Comment voulez-vous, je vous prie, que dans ces conditions, je prie?
scandalise quand je suis à l'église. Je pense à Marie aux yeux de Marie, je pense à Marie aux mains de Marie, aux cordes de Marie, au cœur de Marie, je pense à Marie. J'arrive une heure avant la messe pour la joie de l'avoir passée. Et pendant qu'elle est à confesse, je suis jaloux de son curé. Je me lève, je m'agenouille, je me sens comme crucifié. Par tous les regards qui me fouillent, des grenouilles de bénitier. C'est tout. Et même si je scandalise le dimanche à l'église, je pense à Marie, je pense à Marie, aux yeux de Marie, aux mains de Marie, au corps de Marie, au cœur de Marie, je pense à Marie. Tout à l'heure, quand elle va sortir, je vais la rater encore une fois. Tout à l'heure, ces ballots vont rire sur le zinc du café tabac. Rigolez les gars, rigolez, j'y mettrai le temps qu'il faudra. Mais un dimanche, vous la verrez sortir de l'église à mon bras. Monsieur Charlie, t'as raison. Elle sera belle, belle, tout en blanc. J'aurai un chapeau et des gants. Et même si ça scandalise, un beau jour à l'église, je serai là, je serai là, je serai là, je serai là, je serai là. Oui, je pensais qu'il était bon quand on parlait justement de cette poésie qui est musicale, de nous retrouver avec cette génération, la génération Bécaud, Brassens, etc., qui a retrouvé après la guerre cette joie de chanter la poésie. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'à l'époque, on ne l'aura pas reconnu, cette qualité de poète. Hein. On disait que c'était des chansonniers. Donc, et pourtant, l'un des paroliers de Bécaud, le préfet Hamad, est aujourd'hui à l'Académie française. Et Dieu sait si ces textes sont reconnus aujourd'hui comme poétiques. Mais tu me disais que cette chanson te rappelait l'un des petits poèmes que tu as écrits. Oui, parce que bon, là, on voit que on s'embête pas forcément dans les églises. Et non. Et au ciel non plus, au paradis, Dieu n'est pas infaillible. Et donc, j'ai écrit un petit texte dans le deuxième Loba qui s'appelle « Les jours passés sous silence ». Et en fait, c'est les jours qui n'existent pas dans votre calendrier parce que la création de ce début du nouveau monde, Dieu a fait quelques petites bêtises. Alors il a effacé ces jours-là. Je vous lis. Le 30 février, en faisant tomber un livre à ses pieds, Dieu, de façon accidentelle, écrasa une coccinelle. Le 31 avril, il éteignit le soleil d'un caprice puéril pour observer avec curiosité
un verre luisant cette rare beauté. Le 31 juin, galant ayant joint l'arrêt de la rotation de la Terre à son geste, il laissa passer une comète céleste. Le 31 septembre, de son labeur enfin libre, il se permit avec ardeur, par la volonté de la fleur, de se pencher avec bonheur dans les plis de la robe de couleur pour y boire une goutte de rosée. Le 31 novembre, Dieu fut en colère et couvert d'opprobre. Il s'était pris les pieds dans un rayon terne du soleil qui traînait hors de saison. Eh bien, Mariette, Dieu est-il poète ? De façon peut-être maladroite, mais en tout cas, il nous donne de jolis tableaux. Oui, oui, mais si Dieu est poète, on peut espérer que notre bon maître Brassens se trouve auprès du Père éternel, comme il le chantait dans le pornographe du phonographe. Bon, et ça serait bien, Dieu poète, quand on voit des gens qui nous présentent un Dieu vengeur, un Dieu prescripteur, un Dieu guerrier, un Dieu méchant ou un Dieu grand-papa gâteau. Bon, ben c'est bien la poésie. Hein. De toute façon, le poète a toujours raison. Oui. Hein, le poète a toujours raison. Alors, donne-nous un petit peu ton actualité, Mariette. Alors, prochaine grande actualité, c'est le Salon du Livre. Donc le 10 et 11 juin à Oloron-Sainte-Marie. Alors c'est la première fois, donc le tout premier salon de cette année que je mène avec le deuxième LOBA et donc avec le couple, avec le premier et le deuxième LOBA. Ça sera le premier salon avec les deux ouvrages. Ensuite, s'en suivra d'autres salons à la rentrée, parce qu'il y aura une petite pause en juillet-août, hein, ça va être les grandes vacances. Oui. Après un premier volume, un deuxième volume, je vais prendre un peu aussi moi-même de repos. Mais bon, déjà, il y a eu toute une petite vague de dédicaces qui s'est faite au mois de mai, notamment à Pau, au salon Asphodel, où il y a une conférence sur Ginkgo biloba, donc une conférence qui a été écrite pour le salon Asphodel. Et bien sûr, des dédicaces dans les librairies. Hein. Il y aura l'Escapade le 16 juin. Il y aura le Cultura de l'Escar le 24 juin. Il y a aussi le réseau des comptoirs de la bio, hein, les épiceries vertes du 64 et du 65 qui m'ouvrent aussi à nouveau leurs portes. Donc le 3 juin, il y aura l'épicerie verte de Lons qui va me recevoir aussi. Donc voilà, il y a déjà tout un petit programme d'établi pour la sortie du deuxième LOBA. Alors, si vous voulez, cette petite discussion que nous avons à bâton rompu avec Mariette, eh bien, si vous l'appréciez, peut-être pourriez-vous effectivement venir la rencontrer au Salon du Livre, où nous aurons avec Mariette deux temps forts. Nous aurons d'abord un petit café. Vous savez, depuis plusieurs années au Salon du Livre, une de nos animatrices, cette année c'est encore notre amie Céline qui va faire ça, retrouve un auteur autour des petites tables bistrot que Radio Oloron nous prête gentiment et fait un petit café en faisant parler l'auteur, en lui demandant un petit peu comme aujourd'hui ce qu'il a dans le ventre. Alors ton petit café est prévu, je crois, le samedi ou le dimanche ? Alors le dimanche à 14h, si je ne me trompe pas, j'ai la brochure sous les yeux, à 14h, voilà, le dimanche 11 juin. Voilà, alors dimanche 11 juin à 14h au Salon du Livre Espace Lolaire, Mariette sera interviewée par Céline pour le petit café. Mais nous avons aussi le samedi soir, juste après la fermeture du salon,
nous avons une petite rencontre autour d'un buffet de toutes celles et ceux qui le souhaitent pour partager avec un auteur. Donc, nous aurons quelques tables, suivant, je ne sais pas, 5, 6, suivant le nombre de gens qui s'inscrivent, et à chacune de ces tables, un auteur sera là pour mieux partager avec les autres. Alors nous aurons, comme il est écrit bien sûr, Franck Margerin, notre invité d'honneur, mais nous aurions Mariette, nous aurons Philippe Lescaret, nous aurons Sylvie Huguet, nous aurons d'autres auteurs qui accepteront d'être à ces tables. Et le principe est que, comme c'est un buffet, les gens peuvent venir prendre 2 ou 3 canapés à ta table et te questionner, t'écouter, et puis continuer à prendre 2 ou 3 canapés à la table d'à côté. Donc on a pensé à cette rencontre qui, à mon avis, pourra être très enrichissante. Alors bien sûr, on le comprendra, ce dîner vous sera facturé. On vous demandera, à vous, les participants, une somme pour ce dîner. Mais nous attendons donc du monde pour participer avec les auteurs et vous pourrez vous inscrire dans l'après-midi du salon. Donc c'est la première fois qu'on fait cet échange, donc on compte sur toi, Mariette, pour que ça soit un succès fantastique, hein, et que ensuite tu sois poursuivi par des groupies affamés de poésie. Bien, donc tu nous dis pour l'automne, alors peut-être d'autres salons, Orthez? Oui, Orthez, alors si je ne me trompe pas, c'est le 7 et 8 octobre. Dax aussi, je ne sais pas, ça sera à ce moment-là. Salon important. Voilà, ça, je suis pour l'instant en liste d'attente pour le salon de Pau, qui a lieu au mois de novembre, si je ne me trompe pas non plus. Donc tout ça, c'est des choses qui sont en train de s'établir, hein, déjà maintenant. Et il y a aussi le 16 décembre, là la date est fixée à l'espace culturel à Oloron-Sainte-Marie. D'accord. Alors oui, le salon de Pau, alors c'est un salon tout à fait fantastique. C'est plus qu'un salon, hein. C'est plus qu'un salon, puisque c'est toujours accompagné d'une réflexion sur un thème donné, avec des grands professionnels, quoi. Nous avons tous les ans Luc Ferry, nous avons notre ami Paul Constant, que nous avons eu comme invité d'honneur au salon il y a 2 ans maintenant. Et je ne sais pas quel est le thème cette année. Écoute, je crois que c'est assez proche de celui du salon du livre d'Oloron. Je crois que c'est Passion. Il me semble que c'est ce thème-là d'aborder. Donc il y aura beaucoup de choses ça sera sûrement très intéressant. Oui. Je me suis promis à chaque fois d'aller écouter une conférence de Luc Ferry. À chaque fois, j'arrive pas, c'est trop compliqué. Et puis quand je me décide, c'est plus l'heure, c'est complet, parce qu'il faut réserver. Oui, il faut réserver à l'Office du tourisme, je crois, avant, pour pouvoir Mais les bon, rencontrer. je te souhaite, ça serait avec Tonnet que tu irais... En tant que les éditions Rose de France. Tu irais en tant que les éditions oui. Rose de France. Donc en individuel, oui. Oui. Oui, alors c'est bien. C'est bien, puis il y a beaucoup de monde. On rencontre des gens extrêmement intéressants. Alors au salon, tu vas te trouver au salon d'Oloron, donc les 10 et 11 juin. Tu vas te trouver dans un petit cercle où nous aurons essayé de mettre tous les auteurs comme toi qui viennent proposer leurs livres qu'ils ont fait tout seuls, souvent leur premier d'ailleurs, hein, toi tu en auras 2, mais souvent leur premier. Alors on retrouvera quelques amis qui sont connus, hein, comme notre ami Christome ou Samy Louve, qui est de Pau. Donc, ou notre amie Lucie Hall qui écrit elle pour les jeunes. Et donc tu seras au milieu de ces auteurs-là, et nous aurons fait un espace juste au milieu de la salle Lolaire. Ce qui fait que dans l'espace de circulation des gens dans le salon, ils seront obligés, pour aller jusqu'à la dédicace
de notre invité d'honneur, ils sont obligés de passer par l'ensemble des par auteurs. L'ensemble des auteurs, et donc au moins de regarder qui est là et qui fait quoi. Hein. Donc c'est cette grande joie de t'accueillir. Alors, est-ce qu'on peut te demander maintenant, Mariette, si tu as, avec ces 2 livres, si tu as terminé en quelque sorte l'œuvre que tu te fixais comme indispensable à sortir de toi, hein, et que, bon, voilà, tu vas reprendre tes charentaises et puis te mettre dans un fauteuil et puis regarder Nabila à la télévision, ou est-ce que tu as d'autres projets qui te taquinent? Alors j'ai d'autres projets qui me taquinent, mais c'est vrai que j'ai d'abord prévu de défendre ces 2 ouvrages sur plusieurs années. Ça c'est bien. Parce que effectivement c'est l'œuvre de ma vie en fait. Hein. Oui, tu as encore le temps d'avoir d'autres œuvres de ta vie. Hein. Dans 20 ans, là j'ai mis 20 ans, maintenant à 60 ans, peut-être je publierai un 3e Loba. Oui, j'espère que je pourrai faire une émission avec toi. Mais en tout cas, c'est vrai, je vais consacrer maintenant tout mon temps et jusqu'à épuisement l'œuvre intégrale donc de Ginkgo biloba. À savoir aussi que voilà, c'est pas fini, hein, c'est qu'un commencement en fait. Hein, le fait de les voir paraître, c'est pas c'est bon, je vais m'asseoir et puis je fais plus rien, ils sont parus et ils vont rester dans les cartons. Non, là maintenant, je sais que le but que je me suis fixé, c'est de faire vivre maintenant Ginkgo biloba et aussi bon, j'attends aussi une réponse. Le 22 juin, j'ai participé à un grand concours aussi de poésie. Donc, avec des extraits de tes livres ou avec d'autres textes? Avec le premier Loba, c'est en fait le concours de poésie de l'Académie française. Donc, je sais, on peut dire oh là là. Qui ne tente rien n'a voilà, rien. Mais il faut rêver. Voilà, il faut rêver. Et puis, l'ouvrage a déjà fait ses preuves sur d'autres concours, quelque part. Bon, avec des textes un petit peu par-ci, par-là, quand j'étais adolescente, avec l'Académie des sciences, lettres et arts d'Arras, par exemple, et Rosati, ou d'autres concours comme ça. Donc, je sais qu'il y a quand même... l'œuvre a vraiment été ciselée et il y a vraiment eu un cheminement. Il y a eu une maturité de l'œuvre, donc oui, il y a une qualité à l'ouvrage. Ça, je me prends pas la grosse tête à vanter cette qualité-là. Il y a du travail, il y a énormément de travail dans cet ouvrage et dans le 2e aussi. Et oui, donc j'ai déposé candidature. Donc c'était jusqu'en janvier 2017. Les résultats sont le 22 juin. Ah bah c'est très bien. Ne sait-on jamais. Oui. Voilà, donc peut-être à partir de là, il y aura toute une actualité qui pourra peut-être aussi s'installer. Et puis, à savoir aussi que le premier Loba est aujourd'hui en train de s'épuiser au niveau du stock. Donc, projet la 2e aussi, édition n'est pas loin. Voilà, projet de éventuellement même d'ici 2-3 ans d'essayer d'attendre un peu que le 2e Loba fasse aussi ses preuves. Et faire un seul volume. Voilà, de faire un intégral et d'avoir un seul volume. Alors pareil, avec un petit jeu de couverture aussi. Donc tout ça est déjà en train de se mettre en place. Donc je n'ai pas encore fini de parler de Ginkgo biloba. Oui, mais on va dire, ma petite Mariette, nous ne nous en lassons pas. Alors, un petit extrait encore du poème avant de faire une pause. Amour sucré, un baiser, un goût de bonbon, un morceau de sucre au coin de la lèvre,
Étincelles, pétillent et fond, renvoyant un éclat de lumière vers le soleil couchant, cassonade et le ciel limonade. Nous baignons dans le diabolomante de l'enfance. Tu as volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange. Tu as volé, a volé, a volé l'orange du marchand. Non, Tu as volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange. Tu as volé, a volé, a volé l'orange du marchand. non, vous êtes fous, c'est pas moi, j'ai pas volé l'orange. J'ai trop peur des voleurs, j'ai pas pris l'orange du marchand. Ça ne peut être que toi, tu es méchant, il est. Il y avait comme du sang sur tes doigts quand l'orange coulait. Non, 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 Oui, c'est bien toi qui l'as volé avec tes mains crochues. c'est faux, dites. Oui, c'est bien toi qui l'as volé. Y a quelqu'un qui t'a vu. Vous vous trompez, je courais dans la montagne, regardant tout le temps les étoiles dans les yeux. Vous vous trompez, je cherchais dans la montagne l'oiseau bleu. A volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange. Mais non, 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 non. L'orange du marchand. Vous êtes fous, c'est pas moi, j'ai pas volé l'orange. J'ai trop peur des voleurs, j'ai pas pris l'orange du marchand. Il y a fait longtemps qu'on te guettait avec tes dents de loup. Il y avait longtemps qu'on te guettait, t'auras la corne au cou. Vous êtes fous, non? Pour toi ce jour, c'est le dernier. Non. Tu es qu'un sale voleur. J'ai rien fait, non. D'abord tu n'es qu'un étranger et tu portes malheur. Vous vous trompez, je courais dans la montagne regardant tous les toits, les étoiles dans les yeux. Vous vous trompez, je cherchais dans la montagne l'oiseau bleu. Pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, pas volé l'orange. J'ai pas volé, pas volé, pas volé l'orange. Je dis marchand, non, j'ai pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, pas volé l'orange. Laissez-moi, j'ai rien fait. Vous êtes fous, non? Vous êtes fous, laissez-moi. Laissez-moi. Vous êtes fous. Alors tu avais un poète qui aimait les bonbons, et là nous avons un poète qui aime les oranges, sans doute. Hein. Je redis une nouvelle fois la merveille d'écriture que sont ces chansons de Bécaud, et la musique bien sûr incomparable. Et j'évoquais à Mariette les souvenirs que j'avais de Gilbert Bécaud à l'Olympia chantant ces chansons-là. C'était vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire, au point que Gilbert Bécaud fut le premier chanteur pour qui la jeunesse cassa des fauteuils. C'est vous dire, hein, c'est vous dire. Alors évidemment, aujourd'hui, Gilbert Bécaud, il est mort, il est plus connu par des gens d'un certain âge, mais il faut le savoir, Gilbert Bécaud, c'est quelqu'un qui a complètement remué la jeunesse, et n'oublions pas non plus que ce sont ces chansons qui ont donné le nom à l'émission Salut les copains, et ces noms à L'âge tendre et tête de bois. Ce sont les deux chansons de Bécaud qui ont donc profondément marqué cette époque-là. J'espère qu'une fois on aura l'occasion d'en reparler. Alors, de toute la discussion que nous avons eue, je me suis dit que ton parcours par rapport à ces deux livres pourrait bien nous donner de ta part une petite production pour le prochain Printemps des Poètes. Alors le prochain Printemps des Poètes, le thème c'est l'ardeur. Et alors, je trouve dans cette conversation que nous avons eue, que tu nous montres bien que d'abord tu as travaillé avec ardeur
pour vrai. ton, Il faut du courage. pour ton expression poétique. Et donc, ce lien entre ardeur et poésie existe. Oui. Que la poésie ne vient pas toute seule. Hein. Brassens mettait quelquefois 5 ans, 6 ans à faire une chanson. Donc le travail est une dimension absolument nécessaire à celle d'un poète. Et puis, eh bien, il y a dans tes poèmes aussi, il y a de l'ardeur, on évoque l'ardeur, et ça c'est bien. Alors, peut-être on te demandera de nous faire, comme tu as fait à Asphodel, de nous faire un petit entretien, une petite conférence. L'association Livres sans frontières, qui essaye de faire les choses le moins mal possible, commence déjà à travailler sur le printemps des poètes. Donc nous avons 2 ou 3 adhérents, et c'est très bien, hein, c'est très bien, je les en félicite, qui commencent déjà à penser à ça. Et donc on espère qu'on te verra aussi au printemps des poètes. Mais donc pour le plus proche avenir, c'est pour les Oloronais le Salon du Livre. Le Salon du Livre. Et pour les autres, des dédicaces, et aussi sans doute trouver ton livre tout simplement dans tous les bons endroits, voilà, en librairie. Enfin, on le voit ici. Enfin, moi, je l'ai vu à Pau, je l'ai vu à Oloron, je l'ai vu où ça, à Orthez. Enfin, je me souviens plus, mais bon, on voit ton livre et c'est bien. Et c'est bien. Et j'espère que les dépositaires sauront aussi te rendre en monnaie sonnante et trébuchante le résultat de tes ventes. Parce que c'est pas toujours évident. Alors, je rappelle donc, avant que nous terminions cette émission, je rappelle donc le Salon du Livre les 10 et 11 juin à l'Espace Lolaire, entrée absolument libre. Donc, Mariette y dédicacera les 2 tomes de Ginkgo biloba, mais on peut n'en acheter qu'un, ce n'est pas obligatoire. Voilà, ils ont leur unité propre chacun. Voilà, ils ont leur unité propre. Et alors, pour terminer, Mariette, je voudrais reprendre ce que tu as mis en épilogue, qui est cette merveilleuse fresque que Victor Hugo nous a laissée. Et si tu me permets, nous allons terminer par là. Maintenant que je suis sous les branches des arbres et que je puis songer à la beauté des cieux, maintenant que du deuil qui m'a fait l'âme obscure, je sors pas les vainqueurs et que je sens la paix de la grande nature qui m'entre dans le cœur, maintenant que je puis, assis au bord des ondes, ému par ce superbe et tranquille horizon, examiner en moi les vérités profondes et regarder les fleurs qui sont dans le gazon. Maintenant, ô mon Dieu, que j'ai ce calme sombre de pouvoir désormais voir de mes yeux la pierre où je sais que dans l'ombre, elle dort pour jamais. Maintenant qu'attendri par ces divins spectacles, plaine, forêt, rocher, vallon, fleuve argenté, voyant ma petitesse et voyant vos miracles, je reprends ma raison devant l'immensité. Je viens à vous, Seigneur, Père auquel il faut croire, je vous porte apaisé. Les morceaux de ce cœur tout plein de votre gloire que vous avez brisé. Je viens à vous, Seigneur, confessant que vous êtes bon, clément, indulgent et doux, ô Dieu vivant. Je conviens que vous seul savez ce que vous faites et que l'homme n'est rien qu'un jonc qui tremble au vent. Et je dis que le tombeau qui sur les morts se ferme ouvre le firmament et que ce qu'ici-bas nous prenons pour le terme est le commencement. Quand il est mort, le poète, quand il est mort, le poète,
amis, tous ses amis pleuraient quand il est mort, le poète. Quand il est mort, le poète. Le monde entier, le monde entier, le monde entier pleurait. On enterra son étoile. On enterra son étoile dans un grand champ, dans un grand champ, dans un grand champ de blé. Et c'est pour ça que l'on trouve. Et c'est pour ça que l'on trouve dans ce grand champ, dans ce grand champ, dans ce grand champ des bleuets. Cette chanson me rappelle beaucoup de choses parce que c'est une chanson comme, enfin en tout cas dans les années 80, moi j'apprenais à l'école et oui, on aborde justement les premiers textes des poètes en récitation notamment, donc et il y a cette fameuse chanson qu'on a tous, enfin à une époque en tout cas, où on a tous appris. Oui, alors je rappelais que cette chanson avait été écrite en l'honneur de Jean Cocteau. Quand Jean Cocteau est mort, Jean Cocteau, dont on voit que l'inspiration reste très importante dans les films La Belle et la Bête que nous avons pu voir récemment. Hein. Et on peut se demander qu'est-ce que Cocteau aurait fait avec les moyens techniques du cinéma d'aujourd'hui, de cette poésie onirique qu'il avait dans la tête pour Jean Cocteau et pour Jean Marais et pour les autres. Donc tu m'as dit c'est une chanson de 63 alors. Je crois ça, que 1963. oui, sous réserve de vérification bien sûr. Alors je ne peux pas passer cette chanson sans avoir aussi, comme tout le monde ici, par ici, d'Oloron, une pensée pour notre petit ami Simon Laïtette, qui de là où il est doit, j'espère, bien honorer aussi la poésie. Et comme Dieu est poète, tu nous l'as dit, eh bien, au nul doute non plus que Simon trouve son bonheur là-haut. Eh bien, Mariette, je te dis à bientôt et oui. au salon. Au salon du livre. Allez, au revoir. Au revoir Jean-Marc.